Nous allons donc vous proposer 50 minutes philo quand les mots MOTS provoquent les mots MAUX. On l'a déjà un peu évoqué lors de la table ronde précédente, mais les fake news, les réseaux sociaux, les tweets rageurs peuvent faire beaucoup de mal, nous faire perdre peut-être aussi un peu de notre humanité. Donc avons-nous réellement perdu le sens de la parole et comment pouvons-nous la réhabiliter? On vous propose vraiment un échange exceptionnel entre donc Roger Paul Droit, donc vous êtes philosophe, éditorialiste, co-auteur de l'ouvrage Quand la parole détruit, paru aux éditions de l'Observatoire, un livre qui est également en vente ici, et donc Christophe Onodibio, directeur adjoint de la rédaction du Point. Donc un échange entre vous deux et bien sûr nous prendrons vos questions au terme de ce dialogue. Christophe, quand les mots provoquent les mots, que faire ? Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle rencontre de Neuroplanète autour des extraordinaires pouvoirs du cerveau, avec cette fois, comme vous le disiez, un peu de philo. Mais de la philo, rassurez-vous, surtout ne vous inquiétez pas, de la philo que vous allez forcément comprendre parce qu'elle est distillée par l'un des meilleurs pédagogues qui soit, Roger Paul Droit, que les lectrices et les lecteurs du Point connaissent bien. Roger Paul Droit, ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de philosophie, docteur en philosophie, ancien membre du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages à la fois très précis, très érudits, mais très accessibles et qui nous aident à mieux vivre. J'en cite quelques-uns. 101 expériences de philosophie quotidienne, la philosophie expliquée à ma fille, vivre aujourd'hui avec Socrate, Épicure, Sénèque et tous les autres, et si je n'avais plus qu'une heure à vivre, sous-entendu, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce que je ferais? Eh bien moi, peut-être que je la passerais à écouter Roger Paul Droit, tant il est éclairant. Bonjour Roger Paul Droit. Bonjour Christophe Onodibio, merci Voilà. de votre accueil amical. Ben Bonjour merci, à tous. toujours un plaisir. Vous signez avec Monique Atlan, donc ce livre passionnant, Quand la parole détruit, aux éditions de l'Observatoire. C'est un livre dont on parle beaucoup en ce moment parce qu'il embrasse un sujet qui nous touche toutes et tous. On le voit partout, le déchaînement de la violence verbale, notamment à travers les réseaux sociaux, les condamnations par tweet, le harcèlement numérique dans les écoles notamment, une sorte de brouhaha de mots violents qui étouffent les débats, qui envahit les médias, qui dérègle peu à peu nos vies, nos échanges, comme si au fond, saturé de mots, on avait perdu le sens de la parole, alors que la parole, c'est, dites-vous, Roger Paul Droit, le fondement vital de l'humanité, et c'est aussi l'une des joies que nous permet notre cerveau, quand même, je le rappelle, et qui devrait nous permettre de vivre mieux en société. Alors, c'est pas nouveau, dans toutes les cultures du monde, dans toutes les époques, le versant toxique de la parole a été critiqué, condamné, et vous l'expliquez bien, Roger Paul Droit, mais à l'heure où, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les machines se mettent à donner de la voix, à leur tour, en se mêlant à nos conversations, à notre vie quotidienne, peut-être, c'est un peu le cri d'alarme, en tout cas, que vous lancez dans ce livre, peut-être devrions-nous prendre davantage la mesure des enjeux éthiques, des enjeux sociaux, des enjeux politiques et sans doute biologiques aussi, de cette situation inédite qui met comme jamais au défi la parole, ce que vous appelez aussi notre vrai super pouvoir en tant qu'à nous, êtres humains, et l'un des vecteurs de notre intelligence collective. Et votre livre, Roger Paul Droit, par les pistes qu'il ouvre, nous aide à en prendre véritablement la mesure. Alors on va en parler avec vous, mais je voudrais juste citer quelqu'un que vous citez dans votre livre, qui est tout à fait éclairant, c'est Montaigne. Nous ne sommes hommes et nous ne tenons les uns aux autres que par la parole. Alors pour commencer, Roger Paul Droit, comment la parole vient-elle aux humains ? Elle vient aux humains essentiellement par le cerveau. Nous sommes plongés dans un bain de parole avant même notre naissance, puisqu'on sait aujourd'hui comment le fœtus perçoit non seulement les sons, mais sans comprendre le sens, la musique, si j'ose dire, la mélodie de la langue. Si on parle de langue maternelle, c'est bien parce que tout dans notre arrivée dans la parole se joue aussi dans des échanges
corporelles, dans des simulations et des stimulations, dans la manière dont nous commençons, avant même de manier les mots de la langue, avant d'avoir des concepts, nous commençons par entrer dans cette imitation et cette interaction. Quand Montaigne dit « nous tenons les uns aux autres », par la parole, je crois que d'une certaine manière, nos cerveaux tiennent les uns aux autres par ce pouvoir extraordinaire, mais finalement oublié aujourd'hui, où nous parlons de plus en plus, mais d'une certaine manière sans y penser, on va y revenir, mais par le fait que notre cerveau n'est pas pré-câblé pour parler. Il se câble à mesure, si j'ose dire. Les neurobiologistes qui sont ici le savent évidemment mieux que moi. Je ne suis nullement un expert dans ces matières, mais je me suis un peu informé en discutant aussi avec certains d'entre eux. Le cerveau, d'une certaine manière, se développe à travers la parole, et la parole grâce à nos possibilités neuronales et à nos connexions. Une manière extrêmement simple, presque trivial de le savoir ou de le constater, c'est de regarder un... On vous a perdu, Roger Paul. Pardon? On vous a perdu, vous disiez une manière extrêmement simple de le constater, c'est, et la suspense. Alors, vous m'avez retrouvé? Voilà, c'est bon, on vous entend là. Très bien. Eh bien, une manière très simple de constater ce lien permanent entre nos cerveaux et puis les mots, et entre nous, l'interaction permanente, c'est de regarder ce qui se passe dans une famille avec un petit chien, un petit chiot et un nourrisson. Vous les laissez dans le même... de 3 ans plus tard, le nourrisson parle. Dans le même bain familial, commence à parler. Voilà. Pardon? Oui, parce qu'on a été coupé à nouveau. On les laisse dans le même bain familial, c'est ça? Enfin, dans la même famille, c'est ça? On les laisse dans le même bain de paroles. Ouais. Ils entendent finalement les mêmes mots. Ils sont stimulés de la même manière. On parle au chien, on parle au chaton. Jamais, quand vous revenez, le gosse parle et pas le chien. Et c'est pas une affaire de larynx. Ça, c'est dans les familles normales, hein, parce que voilà. C'est pas une affaire de larynx, c'est pas une affaire de cordes vocales. C'est véritablement une affaire de cerveau. Et le cerveau humain est un cerveau d'être parlant. La manière dont on désigne dans pratiquement toutes les civilisations les êtres humains, ce sont les vivants parlants. On dit ça en hébreu. C'est l'animal parlant, dit Aristote. Voilà, nous sommes des êtres de parole tout autant que de chair. Et bien sûr, un des points, me semble-t-il, un des points clés de la recherche sur le cerveau sera probablement, et c'est déjà entamé, mais dans les années et les décennies qui viennent, d'arriver à comprendre comment affecte... Allô? Ça va? Oui, en fait, à chaque fois, c'est vrai, c'est comme si on était au théâtre. C'est-à-dire que c'est au moment où la vérité va être dévoilée que le son se coupe. Alors, c'est une affaire de rapport entre la parole et la vérité, voilà. et la technique qui, j'espère, ne va pas durer. Non pas que vous saurez la vérité, mais qu'au moins vous entendrez des sons. Alors, cette capacité spécifiquement humaine, hein, parler, vous le disiez, Roger Paldroit, a toujours été, et vous le montrez, dans toutes les cultures, dans toutes les religions, ambivalente. Hein. Toutes les civilisations montraient que la parole pouvait faire le bien comme le mal. Le grand fabuliste antique Ésope, hein, qui est vraiment presque le père spirituel des fables de La Fontaine, ça c'est pour être gentil, hein, je pourrais dire que La Fontaine a presque plagié totalement Ésope si j'étais méchant, disait que la parole était la meilleure et la pire des choses. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette ambivalence de la parole? Oui, bien sûr, parce que dans la mesure où la parole humaine, ça n'est pas un décalque du monde, c'est évidemment la mise en relation entre des signes et des sens. C'est d'une certaine manière une sorte de création d'un univers
parallèle, qui est bien évidemment, a heureusement des liens avec la réalité, mais univers parallèle qui est celui de l'imaginaire, qui permet à la fois la littérature, les contes, la philosophie, la science, la logique. Et parce qu'il s'agit d'une certaine manière d'un double du monde ou d'un univers parallèle, il est possible dans cet univers d'essayer de rejoindre la réalité, il est possible de dire vrai, mais il est possible aussi de mentir. Et la parole a toujours eu, Ésope le rappelle, la meilleure et la pire des choses, mais tout le monde le sait, elle a, parce qu'elle est humaine, cette ambiguïté, cette double face qui est la nôtre, construire, détruire, aimer, haïr, et finalement, la parole humaine, elle peut rassurer, consoler, construire, donner de l'espoir, de l'avenir, de la force. Elle peut aussi détruire, tuer, décourager, déprimer, effrayer. Et toutes les civilisations l'ont su, d'une certaine manière l'ont dit. Elles n'ont pas toutes eu, c'est ce que nous racontons, Monique Atlan et moi, dans le livre que nous avons fait, elles n'ont pas toutes eu ces civilisations, parce qu'on essaye de parler justement de la parole négative telle qu'elle a été aperçue avant l'époque présente et le numérique, pour comprendre ce qui se passe de différent. Eh bien, elle n'a pas toujours été, cette parole négative, vue de la même manière. Parfois, elle est extraordinairement, comment dirais-je, non seulement condamnée, mais cantonnée. Le meilleur exemple, c'est celui de la pensée juive, où la calomnie, la médisance, les ragots, tout ce qui est négatif est absolument cantonné, délimité, condamné par des, comment dirais-je, des prescriptions extrêmement précises. On dit par exemple dans le Talmud que la parole, la calomnie fait 3 victimes, celui qui la répand, celui qui en est victime et celui qui l'écoute. Et c'est plus grave que l'idolâtrie, c'est impardonnable. Et il y a donc quelque chose là qui, dans la tradition monothéiste, sous ses différentes variations, est tout à fait fort. On retrouve ça aussi, bien évidemment, par exemple, chez les musulmans, qui disent que dire du mal d'un frère, c'est manger la chair du frère mort. Et il y a quelque chose toujours très virulemment et enfin fortement condamné dans toutes ces pratiques, parce que la parole qui calomnie, elle échappe à celui qui le dit. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'on sait depuis l'origine, d'ailleurs au commencement était le verbe, le logos, hein, c'est le mot logos, c'est vraiment le mot de parole, de discours, de pensée. On sait que la parole, elle est ce qu'on appelle performative, c'est-à-dire que au commencement était le verbe, il suffit de nommer quelque chose, de dire quelque chose pour que ça advienne. Et on peut faire le parallélisme jusqu'à aujourd'hui. Dire quelque chose de quelqu'un sur les réseaux sociaux, ça suffit aujourd'hui, presque dire c'est vrai en fait, ou c'est peut-être vrai. Si c'est dit, c'est qu'il y a peut-être quelque chose. Effectivement, dire, c'est agir. Parler, c'est aussi une manière comment dirais-je, de mettre en œuvre un acte. Et ça, c'est quelque chose qu'effectivement les traditions savaient très bien, que disent les Grecs, que disaient avant eux encore aussi les Hébreux. Le mot parole, en hébreu, c'est davar, qui signifie aussi bien le mot que la chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas traduire, ou très difficilement, en hébreu aujourd'hui, le livre de Michel Foucault, les mots et les choses, parce que c'est un seul et même mot, un seul et même terme qui dit les deux. Et cela signifie, c'est le philosophe Austin qui avait inventé les speech acts, c'est-à-dire les mots actifs, les mots qui sont des actes. L'exemple le plus simple, c'est le mariage. Je vous déclare unis par les liens du mariage. Cette phrase est le mariage, à condition bien évidemment que ce ne soit pas un fake et que les conditions symboliques soient remplies. Donc, mais plus généralement,
tous nos petits mots, quand vous dites bonjour, au revoir, comment ça va, tous ces small talks, comme disent les Anglais, ces manières de parler pour engager une conversation, juste par politesse ou par façon de dire qu'on est là, tout cela, ce sont aussi des actes. Et a fortiori, les injures, la haine déchaînée sur les réseaux sociaux sont comme cette vieille image des flèches lancées. On dit que le meurtre à l'épée, le meurtre au couteau, peut toujours être suspendu. Vous voyez, vous allez tuer votre adversaire avec une épée, mais vous voyez son visage, vous êtes bouleversé ou quelque chose d'humain se passe entre vous. Alors que la calomnie, une fois lancée, disent les vieux textes, elle est comme une flèche qu'on ne peut pas rattraper. C'est exactement la même chose qui se passe sur nos réseaux sociaux, mais démultipliée par le numérique et modifiée aussi par le changement de nos mentalités. Alors les mots peuvent tuer aussi sûrement que des armes, hein, cette fameuse phrase, on la connaît depuis longtemps. Alors vous parlez d'une crise vraiment de la parole. Le mot crise est important, parce que souvent on ne connaît pas d'ailleurs pas assez le bon sens du mot crise, qui ne veut pas dire forcément que tout va mal, qui est peut-être le moment décisif, le moment du jugement. Mais quelle crise, de quelle crise justement la parole est-elle précisément l'objet aujourd'hui, Roger Poldroit? Alors ça, c'est tout l'objet de notre livre, et même lui-même n'est qu'une première étape vers un diagnostic qui reste à faire dans sa multiplicité, dans sa complexité. Je vous dis ça, je précise, parce que on le sait effectivement depuis longtemps. La rumeur, la calomnie, quand on lit Virgile, la fama, il l'a décrit comme un monstre ailé qui vole et qui répand son venin dans toutes les oreilles. Donc on le connaît depuis l'Antiquité, depuis bien avant. Qu'est-ce qui aujourd'hui rend la situation encore plus problématique, critique? Eh ben, c'est d'abord un changement d'échelle. Bon, mais ce n'est pas seulement un changement d'échelle. Ce n'est pas parce que vous, au lieu de dire en chuchotant du mal de quelqu'un à quelques amis, et puis de voir ensuite les choses se répandre, vous pouvez dire à des millions de gens anonymement et en toute impunité, du mal de quelqu'un qui va se répandre, se dupliquer, être partagé, liké et rester en mémoire. Donc il y a tous ces aspects-là qui changent. Mais je crois qu'il y a aussi une sorte, c'est ça que nous essayons de diagnostiquer, Monique Atlan et moi, dans ce livre, il y a une sorte de déséquilibre qui s'est instauré. Comme si, vous parliez de crise tout à l'heure, c'est un vieux mot d'Hippocrate, c'est celui où la maladie se décide d'une certaine manière, le sort du malade se décide, disait-il, soit vers la guérison, soit vers la mort. C'est le carrefour, c'est le tournant, c'est la bifurcation, crisis. Et nous sommes probablement, c'est ça l'alerte que nous essayons de lancer, nous sommes probablement à une sorte de bifurcation de ce genre, qu'on ne voit pas, ou pas assez. La parole, elle se démultiplie. Jamais nous n'avons autant parlé. Nous sommes noyés dans les messages. Et il ne faut pas diaboliser la technique, ni le temps que nous vivons, ni quoi que ce soit. Cela est aussi une bonne chose. Ça a évidemment une face claire avec de l'information, des solidarités, des possibilités d'accès aux connaissances. Enfin, il ne faut pas du tout cracher sur tout cela et rendre le paysage noir. Mais il a sa face sombre, ce paysage. Il a sa face sombre, et c'est une face sombre qui met la parole en jeu. Je réponds pour l'essentiel à votre question, qui met la parole en jeu parce qu'on oublie son importance. Je dis ça, je dis rien. On se déleste d'une certaine manière de sa responsabilité, et on finit à travers les machines par dupliquer toutes sortes de paroles, de phrases éventuellement toxiques, sans s'en rendre compte. Quel est le statut du like, par exemple, ou du partage? Vous n'êtes pas l'auteur de la phrase. Oui, quand vous retweetez, par exemple. Oui, c'est ça. Voilà, retweeter,
partagées, likées, c'est des reproductions mécaniques qui reproduisent des paroles dont vous n'êtes pas véritablement responsable, ou qu'à moitié, ou que très peu. Et il y a aussi, parmi les traits importants, une véritable annulation de la place de l'autre. Vous le rappeliez, Christophe, la phrase de Montaigne, « Nous ne tenons les uns aux autres que par la parole ». Si vous décidez de ne plus parler qu'à ceux qui sont du même avis que vous, vos followers, et que ceux que vous devriez écouter, avec qui vous pouvez vous confronter, avec qui vous pouvez débattre, et même durement, vous les annulez en les laissant entre eux, ou bien en les injuriant purement et simplement, au lieu de parler avec eux, eh bien, vous êtes dans une détérioration du lien humain et une détérioration de la parole. C'est ça la crise. La crise, aujourd'hui, me semble-t-il, c'est que nous parlons de plus en plus, mais en parlant aux autres et en les écoutant de moins en moins. Alors en même temps, on entend beaucoup parler, et c'est plutôt en soi bien, de ce qu'on appelle la libération de la parole. Quel regard vous portez sur ce phénomène qui a permis, si on pense par exemple aux violences faites aux femmes, de mettre fin à une loi du silence, et comment on distingue cette libération de la parole de ce que vous appelez l'annulation, la cancellation, dit-on, cancellation aux États-Unis. Comment on fait, où se situe la frontière entre les deux? Oh, c'est simple, finalement. On ne le voit pas dans sa clarté aussi souvent qu'on le devrait, mais finalement c'est simple. Parce que, d'abord, il faut dire qu'il est très bien que les paroles se libèrent. Il est évidemment bien, et c'est une des faces claires des réseaux sociaux, que des victimes, au lieu de rester sous la terreur et le silence, puissent expliquer ce qui leur est arrivé. Il est bien qu'elles puissent, et je pense à MeToo, mais à bien d'autres mouvements aussi, mais singulièrement à MeToo depuis une bonne dizaine d'années, il est capital que la parole soit prise et se répande dans ce domaine. Mais ça peut entraîner aussi un certain nombre d'effets pervers, remplacement des processus judiciaires par des justices expéditives ou du lynchage numérique. Ça peut aussi susciter finalement une forme de libération des haines à côté de la libération de la parole. Et c'est des fois inévitable, mais c'est un effet pervers du système. Et puis, il y a aussi les effets de meute, qui sont finalement extrêmement prenants, enfin, je veux dire extrêmement forts. La haine se déclenche, elle n'est plus simplement à bas bruit. Il y a aussi sur les réseaux sociaux et l'ensemble du monde numérique aujourd'hui une sorte de exultation de la haine, de joie mauvaise, de la surenchère, de chacun qui en remet une couche, et d'un oubli. Alors, quelle différence avec des débats un peu rudes? C'est l'oubli de la parole de l'autre. C'est la possibilité de la réplique qui est annulée. Il me semble qu'il y a une parole humaine dès lors que celui ou celle qui est mise en cause peut répliquer, que celui qui est calomnié peut répondre, et que ce que vous avez à entendre est aussi important que ce que vous avez à dire vous-même. Les débats peuvent être extrêmement rudes. Il ne s'agit pas du tout d'imaginer une société de bisounours où tout le monde va être d'accord et dire que des choses gentilles. On peut être en désaccord fondamental. Il y a des désaccords même qui sont insurmontables. Mais, aussi opposé que je sois à un adversaire politique ou religieux ou philosophique, je vais me battre avec lui pied à pied, peut-être très durement, mais je me battrai avec des arguments, je me battrai avec des paroles,
aujourd'hui, et c'est là la dérive, on attaque les gens sur ce qu'ils font ou ce qu'ils sont, et non pas sur ce qu'ils disent, surtout sur ce qu'ils sont. C'est le passage de la discussion, aussi rude qu'elle soit, à la calomnie et la parole toxique. Alors, bien sûr, j'ajouterais, et je ne vais pas accaparer toute la parole et vous laisser vos questions, mais j'ajouterais quand même, il y a Schopenhauer, qui a très bien compris que c'est une vieille tactique, l'art d'avoir raison, qui aujourd'hui reste un des livres dans les best-sellers depuis des mois et des années. Rappelez peut-être, vous avez été légèrement coupé, vous parlez de quel auteur? Schopenhauer. Oui, Schopenhauer. Arthur Schopenhauer, qui a écrit un petit livre intitulé L'art d'avoir toujours raison. Et il développe, alors c'est un livre qui est dans les best-sellers depuis des années maintenant, mais il développe cette idée, qui est d'une vieille ficelle, quand vous êtes à court d'arguments, eh bien vous attaquez l'adversaire sur sa vie privée, sa réputation, ses mœurs, sa religion. Vous passez du débat à l'attaque ad hominem, l'attaque sur la personne. C'est une vieille ficelle, mais elle ne peut pas remplacer le débat, et si elle remplace le débat, comme c'est très souvent le cas aujourd'hui, vous voyez aussi ce qui se passe à l'Assemblée depuis ces derniers temps, ce n'est plus un débat, ce sont des injures et des attaques, la plupart du temps personnelles ou directes, et cela, c'est une détérioration de la parole, c'est une détérioration du lien humain, mais également du lien politique et de la démocratie. Et ça, c'est véritablement nouveau. Vous en faites, vous y voyez une mutation vraiment anthropologique, un changement de civilisation par rapport au débat qui pouvait être extrêmement violent dans l'agora athénienne, ou par rapport à ce statut de la parole et du dialogue peut-être platonicien, où au fond la vérité, je pense à la fameuse maïeutique, l'accouchement de l'autre par la parole, l'accouchement de la vérité, se faisait justement par un jeu de questions, de réponses, et chacun se faisant presque la courte échelle pour essayer d'arriver à une forme de vérité ou de persuasion. Pour vous, on est vraiment en train de changer de civilisation, et il y a vraiment presque des changements anthropologiques qui sont à l'œuvre. Il y a un risque, voilà, on ne va pas prévoir de catastrophes, et surtout nous ne sommes pas du tout catastrophistes, et nous ne sommes pas là pour faire la morale, Monique Atlan et moi, dans ce livre, mais c'est plutôt pour appeler à la prise de conscience des risques, pour la plupart inaperçus, qui nous guettent. Ce qui est inaperçu, c'est le fait que ce n'est pas seulement un changement technologique, ce n'est pas simplement une échelle quantitative qui change. Il y a aussi des changements profonds des mentalités, des changements, et ils sont évidemment coordonnés, souvent corrélés avec la technique, mais il y a des changements des individus qui ne prennent plus leur propre parole au sérieux, qui se délestent. La maxime, c'est vraiment « je dis ça, je dis rien ». Oui, parce que vous en appelez à une éthique de la responsabilité par rapport à la parole. Oui. Et ça, il faudrait expliquer, en fait. Cette idée qu'on est responsable de notre parole est idée qu'on aurait perdue, selon vous. Sachant que Roger Paldroit, pour faire l'avocat du diable, vous connaissez très bien l'Antiquité grecque. À l'époque, déjà, des gens se faisaient payer, les sophistes, pour défendre le blanc ou le noir, le 1, le 0 ou le 1. Ils étaient capables de démontrer une chose et son contraire suivant les clients. Donc en fait, ce statut, ils n'étaient pas responsables de cette parole. Au fond, leur responsabilité était indexée sur une certaine somme d'argent qu'il fallait leur payer, et dès qu'elle était payée, ils allaient dans une direction ou dans l'autre. Et ils étaient très forts, et les meilleurs, et ceux qui gagnaient le plus d'argent, étaient ceux qui étaient les mieux à même de prouver une chose, puis une heure après, son contraire. Donc c'est pas non plus très nouveau. Ce qui n'est pas nouveau, c'est l'utilisation de la parole pour berner,
pour convaincre, même si on a tort, ce qui s'appelait chez les sophistes rendre fort l'argument faible. Je sais que j'ai tort, mais je vais montrer ou faire croire que j'ai raison, c'est-à-dire je vais me servir de la parole pour manipuler l'auditoire ou les esprits de ceux qui m'écoutent. Ce à quoi Socrate oppose un autre pouvoir de la parole, celui de la recherche de la vérité contre la recherche de l'illusion ou de la manipulation. Donc ça, d'accord, cela n'est pas nouveau. Il y a toujours eu des manipulateurs, il y a toujours eu des démagogues, il y a toujours eu des menteurs, il y a toujours eu des avocats véreux, etc. Mais ce qui nous paraît profondément nouveau, en dehors des échelles de grandeur que représentent les connexions planétaires, parce que ça c'est tout à fait central, ce qui nous paraît nouveau aussi, c'est une certaine manière de se délester de sa responsabilité. Le sophiste ou l'avocat véreux, il sait ce qu'il fait. Celui qui ne cesse de participer à la surenchère du moment en disant « je dois parler absolument, prendre position, dire quelque chose et en remettre une couche », il oublie que les mots sont aussi des actes, il oublie que ce qu'il dira aujourd'hui peut avoir des conséquences demain, il oublie que les suicides commencent par des mots, les féminicides commencent par des mots, le harcèlement scolaire existe. Et aussi, l'histoire l'a montré, au XXe siècle, les génocides, la Shoah évidemment, mais celui des Tutsis aussi, commence par des émissions de radio, des choses qui au départ ont l'air simplement un peu des amusements, des blagues entre soi, et puis de peu à peu le vocabulaire est manipulé. C'est la novlangue de George Orwell, c'est ce que Klemperer montre de l'usage des mots dans l'Allemagne nazie. Il ne s'agit pas, comprenons bien, il ne s'agit pas d'une propagande qui martèle des slogans. Il s'agit en fait d'une sorte de corrosion interne des usages de la parole qui finit par transformer les mots, par transformer les mentalités et par délester les individus de leurs responsabilités. On se déleste du corps, entièrement virtuel, on annule l'autre, on parle tout seul, on assène ses idées, on oublie le lendemain, et finalement, c'est la collectivité qui est déniée, c'est la responsabilité qui est effacée. Ce que nous essayons de dire, c'est que beaucoup de choses changeraient, je ne dis pas tout, mais beaucoup de choses pourraient commencer à changer si chacun de nous redevenait un peu plus conscient du poids de la parole, oui, de l'importance des mots. En latin, respondeo, donc responsabilité, respondeo veut dire je tiens mes engagements. Alors il y a quand même une chose qui change radicalement le paysage, Roger Poldroy, inédit absolu, c'est que maintenant, ce n'est pas seulement les humains qui parlent, ce sont les machines qui parlent. Il y a les dead bots qui nous permettent de converser avec les morts comme s'ils étaient toujours vivants. Il y a le fameux ChatGPT dont on parle beaucoup, qui sait tout sur tout, qui répond à toutes nos questions et de façon beaucoup plus précise que la pitié dans l'Antiquité. Est-ce que vous voyez ça comme une menace? Parce que quand on parle de responsabilité ou d'un cerveau humain qui produit de la parole, c'est un fait. Mais là, il s'agit de machines. Est-ce que c'est un progrès sur le plan de l'intelligence collective ou est-ce que vous y voyez, encore une fois, une menace quant à cette éthique de la responsabilité? Quelle peut être la responsabilité d'une machine? Et pourtant, elle diffuse de la parole. Oui, mais la responsabilité de ce que nous en faisons ou de la manière dont nous les utilisons, c'est de notre côté. Si vous voulez, les machines ne sont pas des cerveaux. Ça veut dire qu'elles n'ont pas, justement, d'affect, elles n'ont pas de rapport au sens, elles n'ont pas de lien au monde, elles ne savent pas ce qu'est la réalité. Elles traitent de l'information, des phrases, elles le font
plutôt de mieux en mieux, et même parfois très bien, à tel point que notre cerveau à nous, qui ne cesse évidemment de projeter sur le monde comme sur les machines, et sur les machines du sens, et se prend à l'illusion qu'elles génèrent. Elles sont très utiles, là encore une fois, il ne faut pas diaboliser, ni s'imaginer que nous entrons nécessairement de façon fatale et inéluctable dans une sorte d'enfer technique. Et simplement, il s'agit d'être conscient, autant que faire se peut, et informé autant que faire se peut aussi, de ce qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est la puissance absolument phénoménale de ces machines, et c'est notre responsabilité personnelle d'êtres humains et de cerveaux intelligents vis-à-vis de leur puissance et leur étrangeté. Or, une des menaces, ou des points d'interrogation, c'est justement l'interaction entre les deux. Entre notre parole, qui jusqu'à maintenant n'était évidemment que le fait de nos cerveaux humains, et puis les intelligences artificielles. C'était autrefois, c'est seulement dans les contes de fées que ouvre la fenêtre pouvait ouvrir vraiment la fenêtre, ou bien on le disait à un être humain. Aujourd'hui, avec un peu de domotique, vous pouvez effectivement commander à la voix toute une série d'appareils. Et ça, c'est pas grand-chose. C'est lorsque tout change, lorsque les machines elles-mêmes se mettent à parler. Alors, oui, et se mettent à parler sur une image humaine. C'est-à-dire que vous connaissez toutes et tous ici ce qu'on appelle les deepfakes. C'est-à-dire que Roger Poldroy pourrait se mettre à dire là à l'instant quelque chose que j'ai programmé, sauf que ce ne serait pas le vrai Roger Poldroy, sauf que personne d'entre vous ne le saurait. Le problème aussi, c'est que maintenant, les machines parlent comme des humains, et en disant le contraire de ces humains eux-mêmes. Et symétriquement, vous le dites dans votre livre, la parole humaine tend à s'appauvrir. Vous parlez des emojis, par exemple, qui suffit, ou une image, un petit signe, suffit, plutôt que de mettre, parfois d'ailleurs on ne sait pas trop quoi mettre, donc on met un emoji. Voilà. Il y a cette économie, cette rarification de la parole. Alors si les machines se mettent à parler de plus en plus et de mieux en mieux, techniquement, et que la parole humaine, elle, se raréfie et qu'on se met à utiliser des emojis au lieu des mots, comment allons responsabiliser cette parole? Est-ce que ce n'est pas même le statut de la parole qui est en train de changer? C'est en tout cas une pente à laquelle il faut être extrêmement attentif. Finalement, dans ce que vous dites, il y a tout le sens de ce que nous avons tenté de faire, Monique Atlan et moi, c'est-à-dire dire attention, il y a plein de choses qui se passent, qui ne sont pas nécessairement mortifères toutes, mais qui peuvent le devenir, et auxquelles nous devons être attentifs au lieu de croire que c'est normal, que nous n'y pouvons rien, ou de ne pas voir ce qui se passe. Comment dirais-je, le risque, c'est aussi que nous commencions à parler comme des machines. C'est le physicien Alexei Greenbaum qui a étudié cette question dans un premier livre, Les robots et le mal, de la responsabilité des machines, mais aussi il publiera en mai prochain un livre qui s'intitule Paroles de machines, où il montre que si vous conversez plus d'une heure avec un agent conversationnel, vous commencez à parler plutôt comme lui que comme vous. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une part de formatage de nos propres paroles par les machines qui est un risque possible. Ça ne veut pas dire que nous deviendrions des robots, mais ça veut dire que nous pourrions avoir des capacités de réflexion, de critique, d'émotion, de pensée qui se trouvent réduites par rapport à celles que nous avons d'habitude. Par exemple, ce qu'aucun agent conversationnel n'a, c'est un peu d'humour. C'est la possibilité de trouver des idées nouvelles que personne n'aurait jamais eues. C'est de l'imaginaire et de l'invention poétique ou scientifique. Il y a là quelque chose qui, bien évidemment, n'est pas du même ordre que nos manières de penser, d'agir et de parler.
Avant de laisser la parole à la salle, juste une petite question avec une réponse très courte parce que c'est une piste qu'on lance par rapport à cette responsabilité de la parole et notamment à travers l'usage des machines, des réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez, Roger Paul Droit, qu'il faut que le juridique vraiment s'empare urgemment de la question, de condamner le deepfake, voilà. La responsabilité s'entend évidemment d'abord comme responsabilité juridique, et il y a plein de choses qui sont en gestation dans les régulations possibles. L'imputation, qui est un des sens de la responsabilité, qui a dit quoi? Est-ce qu'on peut tracer et éventuellement condamner si ça correspond à des délits? Bon, tout cela, et les législations européennes sont en train aussi de bouger, tout cela n'est pas négatif du tout, mais forcément limité, parce que les législations sont nationales ou continentales, les connexions sont planétaires, et donc, s'il faut soutenir tous ces encadrements possibles, notamment sur la question de l'anonymat, il faut aussi se dire que ça ne résoudra pas les questions. La vraie question, à notre avis, c'est la responsabilité morale qui incombe à chacun de nous, et c'est là, me semble-t-il, que si on la retrouve un peu, ou si on en reprend conscience, peut se figurer des changements. Voilà, et retrouver le message de Montaigne par lequel nous avions commencé. Merci beaucoup pour cet échange absolument passionnant. J'imagine que vous avez des questions, donc n'hésitez pas à lever la main. Alors, on a une question ici sur la droite, monsieur au premier rang. On vous écoute, monsieur. Oui, bonjour. Quand on regarde un petit peu les fouilles qui retrouvent des vestiges de l'Antiquité, par exemple, ce qu'on peut constater, c'est que dès cette époque, au travers des écrits, la violence verbale, enfin la violence écrite, était souvent de très grande intensité. Mais est-ce que la différence avec notre époque actuelle, c'est que dans le passé, la violence verbale avait pour corollaire souvent une violence physique de même intensité, voire d'intensité supérieure en représailles. Donc les personnes qui faisaient preuve de violence verbale ou de violence écrite s'exposaient immédiatement à des risques de représailles très graves, soit par l'intéressé, soit par ses proches qui pouvaient déclencher une violence physique de très grande intensité. Est-ce que finalement l'époque actuelle se caractérise pas avec le développement des moyens de communication par un décalage entre une augmentation très significative de la violence verbale et de la violence écrite, mais avec en contrepartie une augmentation de moindre proportion, donc pas aussi intense, de la violence physique. Merci. Donc est-ce que il n'y a pas d'un côté un inconvénient, donc l'augmentation de la violence verbale, mais aussi un avantage, une mise, on va dire une minoration de la violence physique par rapport à l'augmentation de la violence verbale. Merci beaucoup. Votre réponse, Roger Paul Droit? Oui, si j'ai bien entendu. Violence verbale. Oui, j'ai bien entendu. Finalement, on s'insulterait plus, mais on se frapperait physiquement moins. C'est un progrès. Comment? C'est peut-être un progrès. Si c'était le cas, si c'était vrai, ça n'est pas faux statistiquement, mais je crois que cela, si on concluait simplement là-dessus, ça masquerait le fait qu'il y a très très souvent des pentes glissantes qui vont de petites injures apparemment pas graves à des meurtres ou à des suicides. Le harcèlement scolaire des enfants, 800 000 par an en France, et un certain nombre de dépressions, de terreurs ou de suicides, c'est des rigolades entre copains d'abord. Et ça aboutit à cette forme de violence. Il y a des féminicides, il y a des crimes racistes ou xénophobes qui commencent par des blagues racistes. Et le plus, si vous voulez, le plus frappant, c'est le génocide des Tutsis, Radio Mille Collines. C'était une radio de musique entraînante, de blagues, d'humour. Nous la mettrions dans le... Simplement, l'humour se faisait autour des cancrelats
Tutsi qu'il allait falloir éliminer, qu'il allait falloir bientôt nettoyer. Et ça a fait 800 000 morts à la machette en quelques semaines, comme chacun devrait savoir. Et donc, vous voyez, je ne dis pas que vous avez complètement tort sur le rapport Antiquité-Modernité de ce point de vue-là, mais il ne faut pas oublier que les mots continuent à pouvoir tuer vraiment. Merci. Alors nous allons prendre une deuxième et dernière question déjà. Question courte, s'il vous plaît, on vous écoute. Oui, la question est, est-ce qu'on peut forcément débattre de tout avec tout le monde? Je pense par exemple dans une ville comme Nice, où les idéologies d'extrême droite se développent et sont souvent portées. Est-ce qu'on peut débattre avec des gens qui portent ce genre d'idéologie? Merci pour cette question. Effectivement, hein, Roger-Paul Roy, vous disiez... il faut voilà, ne pas se limiter aux personnes qui sont d'accord avec nous. Donc, jusqu'où aller? Je pense que ça, je vais faire une réponse très courte, hein, parce que le débat, évidemment, pourrait être très long. Mais il ne faut pas confondre refuser de débattre avec empêcher de parler. Vous voyez, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait bien, il n'y a pas d'obligation de chacun à débattre avec tout le monde. Vous pouvez dire, moi, je ne parle pas à telle ou telle personne, ou je refuse de continuer à lire tel texte, ou enfin bon. Voilà, ça, c'est une attitude faisable. Mais entre arrêter de lire un texte ou refuser de parler à quelqu'un, et puis le faire taire ou l'empêcher de publier, il me semble qu'il y a un immense écart. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il nous reste 1 minute 30 pour une question. Monsieur, on vous écoute. Bonjour. Dans nos sociétés où il y a un surdéveloppement de la communication et de la parole, quelle place reste-t-il au silence? Très belle question. Bravo pour cette belle question, qui est applaudie d'ailleurs. En plus, Roger Paul est un grand spécialiste du bouddhisme, il connaît très bien le silence. Celui qui sait se tait, dit Lao Tzu dans le Tao Te Ching, donc je ne vais pas poursuivre, à supposer que je sache, mais le fait est que nous manquons, je crois, de silence. Nous sommes pris par une sorte de compulsion à tout le temps parler, à avoir notre avis sur tout, à intervenir sur tout sujet tout le temps. Ça, c'est probablement une sorte de surexcitation de l'époque et l'idée qu'après tout, il faille de temps en temps écouter, parfois radicalement se taire, nous ferait aussi un peu de bien si nous y pensions. Et bien sûr, ce... On vous remercie. Merci, et on vous Roger applaudit Paul Roy. tous les deux. Quand la parole détruit, avec Monique Atlan, aux éditions de l'Observatoire. Merci, Roger Paul. Voilà, et Merci, donc Christophe. un ouvrage que vous trouvez chez notre libraire. On va se retrouver dans quelques minutes donc pour une question, je pense qu'on s'est tous posé. Donc après la vie, où va la conscience? J'aimerais également prendre 10 secondes pour vous parler d'une très belle visite qui est organisée dans le cadre de Neuroplanète et qui est la visite du bâtiment de soutien et d'assistance médicale métropolitain. On vous propose une visite, même il reste 2 créneaux demain, le premier à 11h, le deuxième à midi. N'hésitez pas à vous inscrire et à prendre des renseignements auprès de l'accueil, mais franchement, on vous la recommande, hein, sachant que l'une des missions de ces bateaux de la Marine nationale, c'est de sauvegarder des personnes, de sauvegarder des vies. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher des équipes de l'accueil. Et donc, on se retrouve dans quelques minutes après la vie. Où va la conscience? Merci.